Merci Jérôme pour la présentation, merci pour l'invitation aussi, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, je vais vous parler du retour au sport après une blessure d'épaule et ici je vais parler de façon un petit peu générale, que ce soit au niveau des lésions traumatiques mais aussi des lésions micro-traumatiques et de sursollicitation. On va d'abord commencer par quelques chiffres. Donc, au niveau blessure, donc l'épaule est une articulation qui est très souvent blessée dans des sports d'armée lancée. Donc, par exemple, comme au handball, on voit qu'on a 22 à 28% des joueurs de handball qui rapportent des douleurs d'épaule sur une saison. Et la majorité d'entre elles, donc on voit ici donc 14% qui sont plus d'ordre micro-traumatique. Dans un autre sport, en natation, on voit que l'épaule, c'est l'articulation qui est la plus fréquemment blessée. On est sur 23 à 38% des nageurs sur une saison, donc c'est quand même assez conséquent. Et puis encore dans un autre sport, le volleyball, on voit que les douleurs d'épaule, ça représente 8 à 9% des lésions aiguës, donc les lésions plus traumatiques, mais 22 à 33% des lésions de sursollicitation, ce qui n'est pas négligeable également. En tennis, on est sur un taux qui est légèrement plus faible, mais qui n'est pas négligeable non plus. Et puis si on s'intéresse un petit peu au type de lésions qu'on peut retrouver, on a une étude en rugby qui rapporte que la blessure la plus fréquente au niveau de l'épaule, ça concerne d'abord l'articulation acromioclaviculaire, et puis on retrouve également des lésions de la coiffe des rotateurs, mais aussi des luxations au niveau de l'articulation gléno-humérale, comme on en a parlé précédemment. Et le gros problème au niveau de ces luxations gléno-humérales, c'est que ça occasionne un temps d'absence relativement important. On a un risque de récidive qui est également important. Et donc tout ça, ça a un impact qui est non négligeable sur la performance. Au niveau des mécanismes lésionnels, j'en ai parlé un tout petit peu avant. Donc on a des mécanismes plutôt traumatiques avec tout ce qui est luxation, fracture, mécanismes d'entorse et des lésions plutôt micro-traumatiques ou dites de sursollicitation avec notamment donc, des tendinopathies de la coiffe, un conflit sous-acromial ou encore tout ce qui est épaule douloureuse instable ou encore des neuropathies périphériques. Le retour au sport, donc je vais passer relativement rapidement puisqu'on en a parlé avant. Donc il y a différents types de lésions au niveau d'une épaule instable. Quand on n'opère pas, on voit que ce retour, il est entre 3 et 4 semaines généralement après une subluxation et il est double après un phénomène généralement de luxation. On a aussi une récurrence qui est relativement importante et on a une étude qui a été réalisée donc, sur des sportifs au niveau des écoles militaires et on voit donc dans cette étude qu'on a eu 73% de retour au sport, mais finalement seulement 27% de tous les sujets qui l'ont fait sans avoir de récurrence au cours de l'année. Au niveau des chirurgies de stabilisation, on en a parlé juste avant. Donc, il y a différents types de chirurgie. On a parlé de la réparation arthroscopique de Bankart. On a parlé de tout ce qui est butée osseuse au niveau de la coracoïde avec un latarjet. Et puis, il y a tout ce qui est chirurgie de stabilisation ouverte. Alors ici, on a les résultats d'une étude d'une revue systématique et méta-analyse. Et donc, on voit un petit peu le taux de retour au sport après ces 3 types de chirurgie. Et on remarque finalement que les chirurgies, on a le meilleur taux de retour au sport avec un retour au même niveau. C'est finalement avec la réparation arthroscopique de type Bankart ou alors avec la butée. Dans tous ces cas, on a quand même un taux de récurrence qui est moins important que par rapport à une épaule instable non opérée, mais finalement c'est la chirurgie donc, avec la butée osseuse coracoïdienne qui donne le taux de récurrence le plus faible. Par rapport à tout ce qui est slap lésion, on voit qu'on a un retour au sport qui est assez variable, qui est très dépendant du type de sport et qui n'est pas toujours systématique au niveau des sports d'armée lancée, avec des délais qui sont de l'ordre généralement de 6 à 7 mois après chirurgie, et un retour qui est fatalement beaucoup plus important dans des sports qui ne sont pas d'armée lancée par rapport à des sports overhead, donc qui sollicitent particulièrement l'épaule. Une autre lésion, c'est tout ce qui est une autre chirurgie, c'est tout ce qui est suture de coiffe. On voit qu'on a dans la littérature donc environ 70% des athlètes qui arrivent à reprendre à un niveau
équivalent ou supérieur après une suture de coiffe. Et malheureusement, finalement, plus d'athlètes récréatifs que d'athlètes de compétition. Tout est un petit peu inférieur. Donc, quand on a une blessure, dans tout le processus, on va avoir donc tout ce qui est rééducation et puis reprise d'un entraînement adapté, reprise de l'entraînement à 100%. Et finalement, l'objectif, si c'est un athlète de compétition, c'est de pouvoir être à la compétition à 100%, de revenir au niveau initial. Pour tout ça, on va devoir se baser sur des critères objectifs pour pouvoir passer d'un stade à l'autre et pouvoir guider le patient dans sa rééducation et dans ce retour à la compétition. Cette décision, elle est bien souvent multifactorielle. Elle va dépendre à la fois du type de lésion, de l'importance de la lésion, du type de chirurgie, par exemple, qui a été effectuée, mais aussi du type de sport, de la motivation du patient, de facteurs psychologiques, du contexte sportif, donc par exemple du poste de jeu, on va reparler par après. Et donc c'est vraiment une décision qui est multifactorielle, qui va dépendre donc de facteurs biopsychosociaux et qui va être souvent prise de façon pluridisciplinaire, donc que ce soit au niveau du chirurgien, du médecin sportif, du kinésithérapeute, parfois du psychologue. Et donc c'est vraiment important d'avoir une bonne coordination entre tous ces acteurs pour permettre aux sportifs de retourner à son sport dans les meilleures conditions. Et puis on distingue souvent dans la littérature différentes notions. Donc il y a le return to participation, où on va simplement recommencer à faire du sport, et ça peut déjà commencer pendant la rééducation, par rapport au return to sports, où là on va commencer à reprendre son sport, le sport spécifique, donc par exemple le sport d'armée lancée, et le return to performance, où là on est à 100% et on peut performer comme on le faisait auparavant. Il y a différents modèles décisionnels qui ont été établis par rapport au retour au sport, et donc ici on peut vraiment bien remarquer le côté multifactoriel. Donc il faut d'abord tenir compte du tissu, de la santé de ce tissu, donc finalement des symptômes du patient, des signes, des tests cliniques et de toute une série d'indicateurs qui vont nous dire si le tissu a bien cicatrisé ou non. Et puis il va falloir tenir compte du stress qu'on va imposer à ce tissu-là, qui peut venir de différents facteurs comme le type de sport, la position au niveau du jeu, la dominance. Si vous avez un sportif d'armée lancée qui est droitier-gaucher, fatalement ça va influencer. Si c'est un sportif de loisir, un sportif de compétition, ça va différer également. Et puis on va pouvoir avoir d'autres indicateurs comme tout ce qui est force, des tests fonctionnels ou encore des facteurs plus psychologiques. Et on a un dernier point, c'est finalement des éléments qui sont modificateurs, qui vont modifier le risque, par exemple le timing et la pression qu'on peut mettre sur l'athlète. Et là, on est plus sur du sport de compétition, mais aussi tout ce qui est conflit d'intérêts ou parfois tout ce qui est angoisse par rapport au sport, par rapport au contexte. On a un autre modèle ici qui a été développé donc, suite à une conférence qui a eu lieu à Berne en 2016 et qui a été élaborée par des experts. Et donc ici, on voit bien vraiment le côté multifactoriel et l'approche à la fois physique, psychologique et sociale qu'on doit avoir pour le retour au sport. Quand on veut remettre un athlète sur le terrain, il faut se poser la question du risque qu'il va encourir quand il va revenir sur le terrain. Il y a différents facteurs de risque qui ont pu être démontrés dans la littérature comme étant associés aux lésions au niveau membre supérieur. Ici, c'est de façon un petit peu générale, que ce soit pour les lésions traumatiques ou microtraumatiques. Ces facteurs, ils sont de deux types. On a des facteurs plutôt intrinsèques, donc c'est ici ceux qui sont en bleu. Le facteur le plus fréquemment démontré, c'est tout ce qui est antécédent lésionnel. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Et puis, il y a d'autres facteurs, comme tout ce qui est hyper-hypomobilité, les notions de faiblesse musculaire, de déséquilibre agoniste-antagoniste. On a tout ce qui est déséquilibre dyskinésie scapulaire, mais aussi tout ce qui est nombre d'années de pratique, l'indice de masse corporelle, le genre ou encore le niveau de jeu. Et tous ces facteurs intrinsèques qui sont propres à l'individu vont être modulés par d'autres facteurs qui sont extérieurs, les facteurs extrinsèques, tels que la charge d'entraînement, qui est un facteur qui est vraiment très important
à prendre en compte, on en reparlera un petit peu après, mais aussi tout ce qui est position sur le terrain et contexte de jeu, avec souvent une majorité de lésions qui ont lieu en match par rapport à l'entraînement. Donc ici, c'est un petit article qui a été publié, donc c'est une revue systématique qui a été publiée dans Sports Health par notre équipe par rapport à tous ces facteurs de risque. Et donc finalement, qu'est-ce qui a été bien démontré ou pas par ces facteurs, puisque certains sont encore assez controversés. Si je détaille un petit peu ces facteurs, et on va surtout s'intéresser à ceux qui sont modifiables, parce que c'est ceux sur lesquels vous allez pouvoir agir. On va parler donc du premier, c'est tout ce qui est modification au niveau de la mobilité articulaire. Et donc on a souvent, dans la littérature, on rapporte qu'une diminution de la mobilité en rotation interne gléno-humérale donc pourrait être un facteur de risque, quelque chose qui est encore un petit peu controversé. Au niveau de la rotation externe, il y a aussi des études qui démontrent qu'une modification au niveau de cette mobilité en rotation externe est à la fois une hypomobilité ou une hypermobilité pourrait être des facteurs de risque de lésion d'épaule. Et puis en ce qui concerne la mobilité en rotation totale, c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus controversé, mais une diminution de cette mobilité pourrait aussi être associée aux lésions d'épaule. Et enfin, une diminution de la mobilité en adduction horizontale avec une raideur au niveau de la coiffe postérieure pourrait favoriser le risque de lésion au niveau de l'épaule également. Dans tout ce qui est mobilité articulaire, ce sont des facteurs qui ont été démontrés par différentes études prospectives, mais qui ne sont pas encore totalement consensuels. Par contre, ici, en termes de force musculaire, donc il y a beaucoup d'études qui tendent à démontrer qu'un déséquilibre, une faiblesse musculaire sont associées à des lésions au niveau de l'épaule, notamment une diminution de la force au niveau des rotateurs externes ou une diminution du ratio rotateur externe sur rotateur interne. Ça a été démontré notamment en isométrique, ou alors une faiblesse des rotateurs internes en mode concentrique à vitesse rapide. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré chez des joueurs de handball. Un dernier point, c'est finalement le rôle protecteur que peuvent avoir la force des RI, donc des rotateurs internes et rotateurs externes d'épaule en mode excentrique, puisque on a pu démontrer que majorer la force excentrique des rotateurs de 1 Nm réduirait le risque lésionnel de 1%. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à négliger quand on veut remettre un athlète sur le terrain. On va aborder maintenant la notion de dyskinésie scapulaire, on en a parlé un petit peu avant. Dyskinésie scapulaire, ça concerne beaucoup d'athlètes, d'athlètes monde supérieur, d'athlètes d'armée lancée. Donc c'est 66% des athlètes. Chez beaucoup d'entre eux, elle est asymptomatique, mais parfois elle est associée à la lésion, elle est associée à des douleurs. Ce n'est pas toujours facile de faire la distinction entre la dyskinésie qui est vraiment problématique ou pas. Et de nouveau, c'est un facteur de risque qui n'est pas clairement démontré dans la littérature. Néanmoins, voilà, il y a différents auteurs qui ont pu montrer que le fait d'avoir une dyskinésie qui est dite évidente est associé aux lésions d'épaule. On a d'autres auteurs qui ont associé également le fait d'avoir une dyskinésie et d'avoir une augmentation de la charge d'entraînement, donc l'association de ces deux facteurs. Ou encore d'autres auteurs qui ont pu montrer donc, sur des athlètes qui pratiquent un sport à un niveau récréatif qu'une diminution de la sonnette externe au niveau de la scapula à 45 et 90 degrés d'abduction favorisait le risque de lésion. Par rapport aux critères de retour au sport, parce que c'est finalement ça qui nous intéresse, dans la littérature, quand on regarde un petit peu ce qui a été publié, il n'y a pas vraiment de consensus, on ne peut pas définir des facteurs clairs. Il y a différents facteurs qui sont abordés, notamment donc, le laps de temps écoulé depuis la chirurgie. Le problème, c'est qu'un patient n'est pas l'autre, il ne va pas évoluer de la même façon, donc c'est un critère qui manque d'adaptation, qui n'est pas forcément valable pour tous les patients. Il y a la notion d'absence de symptômes, il y a la notion de récupération de niveau de force, et donc on dit qu'il faut avoir un niveau de force qui est au maximum 10% de différence par rapport au côté contralatéral. La récupération d'une mobilité correcte, et de nouveau cette valeur de 10% au niveau du cut-off. Récupération d'une stabilité, d'un contrôle musculaire, d'être qualité proprioceptive
suffisante par rapport aux exigences du sport. Si vous avez un sportif d'armée lancée, les exigences ne seront pas les mêmes que si on est sur un sportif qui fait de la course à pied, qui a une luxation au niveau de l'épaule. Un test d'appréhension négative par rapport à tout ce qui est instabilité antérieure et une radiographie de contrôle normal s'il y a eu chirurgie. Donc ça, c'est les différents facteurs qui sont abordés un petit peu dans la littérature. Concrètement, qu'est-ce que je peux vous proposer ? Premièrement, donc, c'est de repartir de ces facteurs de risque que j'ai démontrés. Donc, même si ce n'est pas totalement démontré au niveau de la mobilité, je pense que c'est intéressant de toute façon de récupérer une mobilité qui est fonctionnelle, de récupérer une mobilité qui est correcte par rapport au côté contralatéral, et puis de pouvoir évaluer et rééduquer correctement tout ce qui est dyskinésie scapulaire, et donc éviter d'avoir ce décollement au niveau de la scapula, que ce soit au niveau du bord médial, au niveau de l'angle inféro-interne, ou d'avoir parfois cette ascension au niveau de la scapula. Au niveau de la force musculaire, souvent ce qu'on préconise, c'est une évaluation donc, de la force, soit au niveau isométrique par des dynamomètres manuels, avec généralement donc, un ratio rotateur externe sur rotateur interne qui doit être supérieur à 75%. Et puis le gold standard, si on y a accès, une évaluation isocinétique. Donc ici, les ratios sont donnés par rapport à des évaluations faites en décubitus dorsal à 90 degrés d'élévation dans le plan frontal. Et donc nous, ce qu'on pratique en clinique, donc on évalue les sujets à 60 et à 240 degrés par seconde au niveau vitesse, donc en concentrique, et à 60 degrés par seconde en mode excentrique. On établit différents ratios, donc des ratios concentriques avec les valeurs donc, qui sont données ici. Donc c'est les valeurs avec les valeurs basales. Et puis on établit tout ce qui est ratio mixte, donc qui inclut donc la force excentrique des rotateurs externes et la force concentrique des rotateurs internes, et un ratio fonctionnel qui lui tient compte de la force concentrique des rotateurs externes et de la force excentrique des rotateurs internes. Par rapport à tous ces ratios, donc de nouveau, ces comparaisons par rapport au sujet, si on a des valeurs pour ce sujet-là, imaginons il a fait un test en début de saison, il s'est blessé, on a ces valeurs à lui, donc on compare par rapport à ses propres valeurs aux comparaisons bilatérales pour permettre d'établir si les valeurs qu'on a mesurées sont normales ou pas. Dans différentes études, on a pu remarquer que dans les épaules instables, on avait souvent une diminution de la force des rotateurs internes à vitesse rapide en mode concentrique. Et on avait de manière générale une diminution globale de la force des rotateurs internes et rotateurs externes, d'où l'intérêt de venir renforcer un maximum ces groupes musculaires. Dans des chirurgies de type butée, coracoïdienne, donc on a pu démontrer qu'il y avait un déficit qui allait de l'ordre de 12 à 60% sur les rotateurs externes après ce type de chirurgie, et qu'on avait une diminution de l'ordre de 13% de la force des rotateurs externes à 60 degrés par seconde, et de l'ordre de 4% à 180 degrés par seconde quand on teste ici à 36 mois. Et par rapport à tout ce qui est suture de coiffe, de nouveau, on est sur un déficit de force relativement important, donc souvent sur les rotateurs externes que ça se marque davantage. Un autre test qu'on va pouvoir réaliser donc, chez notre patient, qui est ici un petit peu plus fonctionnel, mais qui va tester donc, davantage l'endurance au niveau de la partie postérieure de la coiffe. Donc, vous pouvez le voir ici. Et donc, ça consiste simplement donc, à une vitesse donnée, donc de 30 battements par minute. Le sujet va devoir lever le bras sur le côté avec une charge qui correspond à 2% du poids du corps, et donc maintenir ce mouvement le plus longtemps possible. On va mesurer le temps. Et on a des critères d'arrêt. Donc, le premier, c'est simplement tout ce qui est compensation. Deuxième, si le sujet ne parvient plus à maintenir le rythme. Et le troisième, si le sujet ne parvient plus à réaliser le mouvement de façon correcte. On a aussi, dans le panel de tout ce qu'on peut faire, différents tests fonctionnels qui existent. Donc ici, on va en aborder certains. Donc, le premier, c'est le Y-Balance Test. Il est utilisé également au niveau du membre inférieur pour évaluer tout ce qui est proprioception au niveau genou, cheville. Donc ça consiste simplement à amener les 3 plaquettes
le plus loin possible en étant ici en position de chute faciale. Ici, un test qui est un petit peu plus sollicitant, qui est réservé plutôt aux sportifs. Et donc, on va réaliser 5 fois le mouvement en monte et en descend le plus rapidement possible. Un test ici de lancer de medicine ball en position assise pour éviter donc d'avoir une influence au niveau du tronc des jambes. Donc on mesure la distance parcourue. Relativement similaire mais réalisé en unilatéral. Donc ça c'est bien parce qu'on va pouvoir avoir une comparaison par rapport à l'autre membre. Ici encore un autre test en chaîne fermée. Et donc ici pendant 15 secondes, une distance donc, qui est standardisée de l'ordre des 91,4 cm. Et donc il va falloir réaliser un maximum de répétitions de ce test. Et alors un dernier test qui est également décrit dans la littérature, simplement un test push-up, donc de pompage, un maximum pendant une durée de 15 secondes. On va démarrer l'autre. Un test qui est un petit peu plus récent, qui a été donc exploré ces dernières années. Il y a une publication qui est sortie par rapport à des comparaisons justement par rapport à d'autres tests et par rapport à des notions de force musculaire là ici cette année. Donc c'est l'Upper Limb Rotation Test développé par l'équipe de Gand. Et donc ici c'est un test donc, qui mixe vraiment mouvement d'armée et rotation du tronc qui pourrait être intéressant dans des sports comme volleyball, handball. Donc ici, pour tous ces tests, on a des normes qui ne sont pas toujours très importantes. C'est des tests qui sont encore pas mal explorés par différentes équipes. On ne sait pas encore exactement ce que chaque test veut dire et c'est vraiment la grosse problématique au niveau du membre supérieur. On a quand même quelques corrélations qui ont pu être démontrées par rapport à des risques de lésions, par rapport à de la force musculaire, notamment donc, sur le test en chaîne fermée, donc le CKCEST. On vient donc toucher une main et puis l'autre. Donc, ici, donc, un score inférieur à 21, c'était prédictif du risque de blessure d'épaule en baseball. Et sinon, on a des corrélations par rapport à l'endurance du tronc, des corrélations entre les tests entre eux, ou parfois des corrélations par rapport à la force des rotateurs internes ou externe d'épaule, mais c'est vraiment pas mal de tests qui sont toujours en cours d'exploration et pour lesquels on n'a pas toujours de réponse. Un autre point important donc, à évaluer, donc, on a vu les aptitudes fonctionnelles plus en termes d'évaluation physique, mais on peut également donc, les évaluer par différents questionnaires. Et il faut savoir que la plupart de ces questionnaires donc, ont été démontrés comme en lien avec la capacité à reprendre le sport. Et puis finalement, on a pas mal de facteurs psychologiques qui vont intervenir également dans le retour au sport, une notion d'appréhension par rapport à une nouvelle blessure notamment. Et donc tous ces facteurs ils peuvent être évalués par le biais de questionnaires également. On a également tout ce qui est proprioception. Il faut savoir qu'en termes de facteurs de risque, on n'a jamais pu démontrer que une diminution de la proprioception était associée à un risque de blessure. Néanmoins, suite à une opération, suite à une immobilisation, suite à une lésion, on a quand même des qualités proprioceptives, un contrôle neuromusculaire qui sont altérés. Donc, c'est important de pouvoir reprogrammer tout ça. Et donc là, il va falloir à la fois tester, mais rééduquer tout ça avec donc au niveau des tests, tout ce qui est test de repositionnement, où on demande donc aux patients de prendre une position les yeux fermés, de la reproduire par après, mais aussi tout ce qui est évaluation en chaîne fermée par les tests fonctionnels que j'expliquais avant, donc le CKCEST ou le Y-Balance Test. Dernier point qui est important d'aborder, c'est qu'on va remettre le sportif sur le terrain. On a le feu vert, il n'y a plus de symptômes, on est bon dans les délais, on a une force qui est correcte, une mobilité qui est correcte, on a des évaluations fonctionnelles qui sont correctes également. Il va falloir faire attention à la façon dont on va le remettre sur le terrain.
Donc il y a énormément d'études qui ont pu montrer un lien entre une augmentation de la charge d'entraînement et le nombre de blessures. Et ça dans différents sports, que ce soit au niveau membre supérieur ou membre inférieur. Et donc tout ça, on va devoir en tenir compte pour remettre notre patient sur le terrain. Il va falloir le faire de façon très très progressive. Puisque sinon, soit il risque de récidiver de la même lésion, soit il risque d'attraper une autre lésion. Et donc ça va vraiment être un facteur très très important. Il y a différents indicateurs pour pouvoir remettre notre sportif sur le terrain. On va pouvoir se baser donc sur la durée de jeu, sur le nombre de mouvements qu'il réalise, sur l'intensité, avec parfois donc certaines échelles, les échelles de Borg, qui vont permettre de donner le niveau d'intensité de la séance, corrélé par exemple à la durée. Et tout ça, ça peut nous donner des notions de charge, charge aiguë, charge chronique qu'on met chez notre patient. Et donc ça, c'est un petit diagramme qui a été fait par l'équipe de Gabet qui travaille beaucoup sur tout ce qui est charge d'entraînement. Et on voit vraiment qu'il faut essayer un maximum de rester dans la zone verte pour pouvoir permettre aux patients de reprendre tout en évitant une récidive. Et donc dans le même registre, on a une équipe qui a développé un petit programme progressif de retour au sport, et si c'est en baseball. Et donc c'est le Return to Throwing Protocol. Et il y a pareil au niveau pitching. Et donc on voit vraiment que c'est quelque chose de très très progressif avec différentes étapes. Et ici dans cette étude, dans ce programme, il recommandait donc aux patients de réaliser 2 à 3 fois par semaine l'étape 1. Une fois que ça s'était bien passé et qu'il n'avait pas de douleur, il pouvait passer à l'étape 2. Et si à un moment il ressentait une quelconque douleur, il faisait 2 jours d'arrêt et puis il repartait au niveau inférieur, et on évoluait comme ça pour essayer de replacer tout doucement les joueurs sur le terrain et en évitant un maximum le risque de récidive. Et donc ici, vous avez le Return to Pitching Protocol avec toutes les règles à respecter. Je vous remercie pour votre attention.